Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Mandarin TV Débat. Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Maxime Vivas. Il est l'auteur de plusieurs articles sur le Xinjiang, une région autonome de la Chine. Maxime Vivas s'y est rendu à 2 reprises. Aujourd'hui, nous allons lui demander de nous parler du Xinjiang qu'il connaît. Maxime Vivas est basé à Toulouse. Nous avons pu discuter avec lui via Skype. Bonjour. Maxime Vivas, bonjour. Vous êtes allé au Xinjiang à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette région autonome de la Chine d'une manière générale? Alors, moi je suis allé 2 fois au Xinjiang. La première fois, c'était avec un groupe de journalistes. Il y avait une quarantaine de journalistes de 20 nationalités. Et donc on était encadrés, on était guidés pour visiter beaucoup de choses. Et là, c'était en 2016. Et en 2018, je suis revenu avec ma compagne. Et nous étions tous les deux accompagnés aussi par des Chinois et par des Ouïghours et par d'autres d'ailleurs. Et nous avons aussi visité d'autres parties du Xinjiang. Donc nous avons vu beaucoup de choses au Xinjiang, qui est une région grande comme 3 fois la France, dont la capitale est Urumqi. Alors personne en France sait que Urumqi existe, il y a 2 millions d'habitants, mais on ne sait pas. Mais depuis quelque temps, on sait qu'il y a des Ouïghours, parce qu'il y a une campagne internationale dont on reparlera sans doute, qui a été lancée, qui fait que maintenant les médias du monde entier parlent beaucoup de cette région. Et donc il faut dire aussi que cette région, qui est une région pauvre, aride, montagneuse, était aussi le départ de la route de la soie. Et c'est le départ de la nouvelle route de la soie, la route de la ceinture. Et il faut savoir que la nouvelle route de la soie, c'était des moyens de communication qui sont en train de se construire et qui vont mettre en communication la Chine avec l'Afrique, l'Asie, toute l'Asie et l'Europe. Il manque que les États-Unis d'Amérique. Et ils ne sont pas contents, je crois. En 2016, vous avez publié un article intitulé « Le Xinjiang, tel que les médias ne nous le raconteront pas ». Dans quel contexte l'avez-vous écrit? En fait, c'était à mon retour, je crois, du Xinjiang. Et j'avais été surpris de voir que ce qu'on me disait en Occident de ce pays, et dans mon pays, en France, ne correspondait pas à ce que j'avais vu. Et j'avais eu aussi la même surprise quelques années auparavant, en 2011 d'ailleurs, quand je m'étais rendu au Tibet avec 2 grands reporters des 2 plus grands journaux français, qui sont Le Figaro et Le Monde. Et j'étais parti au Tibet, et puis avec ces idées préconçues, les mêmes idées préconçues que pour le Xinjiang, c'est que la culture tibétaine était complètement éradiquée, elle disparaissait, que la religion était interdite, et en fait, tout ça n'était pas vrai. J'ai vu le contraire. J'ai vu au contraire Qu'est-ce que vous avez vu alors au Xinjiang, par exemple? Alors au Xinjiang, j'ai vu Voilà, alors au Xinjiang, c'est la même chose. Je m'attendais aussi à avoir une culture éradiquée et la religion complètement aussi, et les religieux pourchassés. C'est pas du tout ça. D'abord, la culture est très 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 présente. La culture ouïghoure est complètement respectée. Et la religion aussi, dans la mesure. Enfin, par exemple, j'ai vu la fameuse grande mosquée de Kashgar, qui était la plus grande mosquée, je crois, de Chine, hein, une des plus grandes mosquées du monde. Je l'ai vu cette mosquée en parfait état. Et si on écoute nos journalistes là, ou nos ennemis français de la Chine, on a l'impression que toutes les mosquées en Chine sont ou bien fermées ou ont été détruites. En fait, il y a un nombre considérable de mosquées en Chine et au Xinjiang surtout. Il y en a un nombre considérable et en fait, elles sont fréquentées librement par les croyants qui veulent en fait observer leur foi et qui ne confondent pas la foi avec les opinions politiques ou avec le terrorisme. Vous avez cité de nombreux exemples dans cet article pour remettre en cause les affirmations d'une journaliste qui a écrit sur le Xinjiang dans l'Obs. Est-ce bien cela? Alors c'est ça, en fait, si vous voulez, on a un problème parce que quand un Français parle de la Chine, ou quand un Français parle de la Chine avec un Chinois, on peut avoir des opinions différentes sur les différents régimes politiques. Et on peut discuter sur le système politique chinois, un parti communiste qui dirige une industrie capitaliste libre, et on peut comparer avec notre système à nous, qui est un système d'élection par représentation. On peut discuter comme ça, on peut ne pas être d'accord. Mais le problème, c'est quand on parle avec des gens
comme Ursula Gauthier de l'Observateur, ou Adrian Zenz, qui est un Allemand, un évangéliste, qui est très très actif contre les Xinjiang, quand on parle avec eux, on parle de vérité et de mensonge. En fait, ils mentent et il faut rétablir la vérité. Voilà. C'est ça qui est pénible, parce qu'en fait, on est toujours obligé de rectifier des choses qu'ils ont dites et qui ne sont pas vraies. Moi, quand on me dit que Xinjiang, les gens n'ont pas le droit d'aller à la mosquée, j'ai vu que c'est pas vrai. Je l'ai vu. Voilà, donc voilà, j'ai vu beaucoup de choses comme ça. J'ai vu dans le souk de Kashgar, qui ressemble au souk dans les pays arabes, on voit d'un seul coup le gars qui tient le souk, qui se retourne et qui fait sa prière. Il fait sa prière dans le souk. C'est pas interdit. Voilà, c'est la vie de tous les jours des Ouïghours. Ouais, voilà, et donc on a comme ça une désinformation terrible, et qui fait en fait, on est en train d'essayer de répondre, de manœuvrer en recul pour leur dire vous mentez, vous mentez, vous mentez. Moi, depuis quelques jours, je lis des choses sur le Ouïghour qui sont effrayantes, hein, que les femmes sont stérilisées de force, qu'elles sont violées par la plaque électrique, qu'on fait des prélèvements d'organes sur les enfants pour les envoyer dans les pays. Ouais, vous avez vu tout ça, c'est quand même extraordinaire, c'est monstrueux, et tout ça est inventé de A à Z. C'est inventé, il n'y a pas un mot de vrai. Alors quelquefois, ils trouvent des photos ou des vidéos qu'ils vont interpréter comme ça, plus ou moins, mais pour essayer d'étayer leur discours. Mais c'est faux. En fait, le gouvernement chinois, le gouvernement de Beijing, n'a aucun intérêt à persécuter une partie de son peuple. Au contraire, le Xinjiang est une région trop précieuse pour la Chine. Ils ont au contraire intérêt à être très très attentifs et très sympathiques avec le peuple. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Je vais vous raconter encore une anecdote. On dit qu'ils sont donc poursuivis, écrasés, etc. Les étudiants ouïghours, parce que c'est une région qui a un certain retard, quand même, traditionnellement, c'est une région en retard. Les étudiants ouïghours qui veulent passer des concours pour entrer dans une université de Beijing n'ont pas toujours le niveau. Dans ce cas-là, le gouvernement chinois leur donne ce qu'on appelle une discrimination positive, c'est-à-dire qu'ils ont un certain nombre de points qui leur est accordé au départ pour être au même niveau que les autres concurrents qui sont des rangs. Et moi, j'ai entendu, j'étais à Pékin, j'ai entendu une Chinoise qui râlait contre ça. Elle n'était pas contente. Elle disait comment ils ont 20 points, moi cette université, je voudrais y rentrer, peut-être je ne pourrais pas. Vous voyez un petit peu comment ça. Voilà. Donc on vous dit qu'ils sont opprimés, ils sont au contraire promus. C'est ça. Ouais. En fait, vous avez entendu dire que les restaurants ouïghours sont maintenant tenus d'offrir à leur clientèle de l'alcool et des cigarettes. Est-ce que c'est ce que vous avez vu sur place? Non, mais en fait, voilà, donc moi, ils peuvent, le nombre de mensonges qu'ils peuvent inventer est si nombreux qu'on ne peut pas répondre à tous. C'est pas vrai. C'est pas vrai que. Enfin, moi, la première fois que j'y suis allé, j'ai été un peu étonné par ça. J'ai pas vu d'alcool. J'ai pas vu d'alcool dans les magasins. Mais la deuxième fois, en 2018, oui, l'alcool est aussi libre qu'en France, etc. Mais ce qui est faux, c'est de dire que le gouvernement chinois oblige les Ouïghours à fumer et à boire et à manger du porc. C'est pas vrai. C'est complètement ridicule. Mais pourquoi ferait-il ça? S'ils veulent que tout un peuple se dresse contre eux, il faut qu'ils le fassent. Mais sinon, ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Aucun. Et pourquoi avoir inventé tout ce que vous appelez des mensonges? Dans quel but, à votre avis? Vous savez, il faut toujours chercher, comme on dit chez nous dans les romans policiers, il faut toujours chercher à qui profite le crime. Et le crime profite aux États-Unis d'Amérique. Tout est parti de là-bas. Moi, j'ai écrit un livre qui va paraître, je pense, en Chine dans quelques mois. Un livre sur le Xinjiang. Et pour ce livre-là, j'ai recherché quelle était l'origine de la campagne contre la Chine à propos des Ouïghours et d'où venait la première rumeur qui disait que les Ouïghours étaient persécutés. J'ai trouvé, c'est une source américaine. Voilà. Et ensuite, il y a tous les suivants des États-Unis d'Amérique, dont l'Europe, dont la France,
ils sont toujours collés derrière la position des États-Unis, qui reprennent ça, et puis nos médias reprennent ça en boucle. Vous savez, il y a le sociologue français Pierre Bourdieu, qui était considéré comme un des plus grands sociologues du monde, qui parlait de ce qu'il appelait la circulation circulaire de l'information. Une information est lancée, même si elle est fausse, les autres journaux la reprennent, ça tourne en boucle, les hommes politiques la reprennent, ils en parlent, et elle est validée parce que tout le monde en a parlé, les journaux et les hommes politiques. Et personne ne va vérifier si c'est vrai. Parce que moi, écoutez, il y a des choses qui sont quand même incroyables. Il y a le nombre de Ouïghours qui seraient dans des camps de concentration. Alors, le nombre varie entre 1 et 3 millions. 3 millions, c'est d'après Radio Free Asia, qui est une radio financée par la CIA. 3 millions de Ouïghours dans les camps de concentration, hommes, ça veut dire que quand on fait le calcul, c'est pratiquement tous les Ouïghours adultes qui sont dans des camps de concentration. Moi, je peux vous dire, j'en ai vu dans la rue. Ils ne sont pas tous, voilà. Autre remarque quand même qu'on pourrait considérer, c'est qu'avec les moyens modernes satellitaires qui permettent de tout voir depuis le ciel sur la Terre, puisqu'il y a des dizaines et des dizaines de camps de concentration, montrez-nous-les. Il n'y en a pas un qui a été montré. Donc c'est tout ça, il y a une campagne de mensonges, et plus ils mentent, plus ils sont contents de mentir. Et puis le problème, c'est qu'en fait, on voit des hommes politiques chez nous qui ne devraient pas ne parler de ça, et qui en parlent. Ici, on parle d'envoyer des observateurs au Xinjiang pour vérifier sur place, n'est-ce pas? Ça ne se fera pas, j'espère que ça ne se fera pas, parce que il ne faut pas faire perdre la face aux Chinois, vous savez. La Chine est un grand pays indépendant, et il n'y a pas de raison qu'ils acceptent comme ça qu'on vienne fouiller chez eux, qu'on mette une commission d'enquête. Est-ce qu'il y a eu des commissions d'enquête pour savoir ce qui se passait à Guantanamo? Non. Est-ce qu'il y a des commissions d'enquête internationales pour voir ce qui se passe dans les commissariats français où les gens sont torturés, ou dans des manifs le samedi chez nous, où les gens perdent leurs yeux ou leurs mains, ou alors dans nos commissariats, il y a plusieurs morts déjà qui ont été dans nos commissariats. Est-ce qu'il y a eu une commission d'enquête quand il y a eu cette révolte en Nouvelle-Calédonie, à Ouvéa, où tous les indépendantistes kanaks ont été tués dans la grotte où ils étaient réfugiés? Tous. Il n'y a pas eu un blessé. Tous ceux qui se sont rendus ont été tués. Ils ont tous été exécutés. Et c'était une possession française à 17 000 km de Paris. Est-ce qu'il y a eu une commission d'enquête contre moi? Je voudrais qu'il y en ait une. Est-ce qu'il y a eu une commission d'enquête quand on a eu des troubles en France avec une de nos régions, le Pays Basque, les Pyrénées-Atlantiques, qui voulait se séparer et qui voulait faire un pays unique avec le Pays Basque espagnol? Et là, il y a eu des troubles très, 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 très grands. Et puis, les autorités françaises, avec les autorités espagnoles, ont créé un groupe armé illégal qui faisait la chasse aux militants basques. Ils ont assassiné en France, sur les territoires français, des militants basques. Ce sont des exécutions extrajudiciaires. Est-ce qu'il y a eu des commissions d'enquête? Non. Alors moi, je veux qu'il y en ait là-dessus. Et après, quoi qu'il en soit, la Chine, c'est pas l'Irak de Saddam Hussein. L'Irak de Saddam Hussein a accepté qu'il y ait des commissions d'enquête avec les observateurs internationaux pour voir s'il y avait des armes, des destructions massives. Et puis, mais c'est la Chine. Je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, quelques pays qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire surtout les États-Unis, l'Allemagne, la France et l'Angleterre, décideraient qu'il y a un problème ouïghour en Chine et qu'il faut aller voir là-bas ce qui se passe. En même temps, s'ils y vont, ils feront de l'espionnage. Moi, je crois que les Chinois, en tout cas, moi, si j'avais un conseil à leur donner, c'est de dire non, vos commissions d'enquête, faites-les chez vous. Avant d'aller au Xinjiang, vous aviez sans doute entendu parler des camps de rééducation ou des persécutions des Ouïghours. Vous y croyez à l'époque? Non, moi, avant d'y aller, moi, d'abord, je vais essayer de voir, mais avant d'y aller, moi, je n'y crois pas, parce que tout à l'heure, je vous le disais, compte tenu de l'importance pour la Chine de cette région, compte tenu de son importance future avec la nouvelle route de la soie, la Chine
les autorités chinoises ont tout intérêt à apaiser cette région-là. Ils n'ont pas intérêt comme ça, à opprimer le peuple. Ils n'ont pas intérêt à mettre les hommes en prison, à obliger les femmes à avorter, ou à porter les stérilés. Ils n'ont pas intérêt à prélever des organes sur les enfants. C'est de la folie. Et la Chine est un pays quand même plurimillénaire, avec, on voit bien, avec une intelligence, un art de gouverner qui existe et qui fait qu'il faudrait vraiment que la Chine soit gouvernée par des imbéciles pour faire ça. Donc, ils n'ont pas intérêt à le faire. Et donc, a priori, moi, je ne le crois pas. Par contre, ce que je sais, c'est parce que les autorités chinoises le disent elles-mêmes, c'est qu'il y a des centres de rééducation ou d'instruction pour des gens qui sont marginaux. Ça existe. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus, même si nos médias n'en parlent pas, qu'il y a 2 à 3 000 Ouïghours qui combattent en Syrie avec Daesh, et que ces Ouïghours-là, quand leurs combats sont finis, ils rentrent. Et quand ils rentrent, c'est pour faire ce qu'ils ont déjà fait, en fait des attentats meurtriers, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que la Chine a été l'objet de beaucoup d'attentats, et qui ont été des attentats meurtriers, un peu partout d'ailleurs, hein, au Xinjiang, à Pékin, un peu partout, et qui ont visé n'importe qui d'ailleurs, hein, des Han, des touristes, des voyageurs dans une gare, n'importe quoi. Donc c'est le terrorisme des fous d'Allah, comme on en connaît chez nous. Et donc, le gouvernement lutte contre ça, et il le fait avec beaucoup de rigueur. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on peut avoir des images de gens qui sont prisonniers, mais on ne dit pas qui sont ces prisonniers. Il faut voir qui c'est et pourquoi. C'est pas parce qu'ils ont voulu aller à la messe. C'est pas ça. Ou à la mosquée. C'est pas parce qu'ils ont refusé de manger du porc. Ils ont fait autre chose, quand même. Moi, j'ai vu... Pardon, juste pour terminer. Moi, j'ai vu en 2016... en 2018, mon dernier voyage au Xinjiang, j'ai vu une école coranique. C'est-à-dire c'est une école dans laquelle il y a des garçons qui ont le Coran et qui lisent le Coran comme ça pendant des heures en se balançant comme ça. Moi je vais vous dire, c'est pas ce que j'ai aimé le plus. Moi je suis athée et donc j'aime pas trop ça. Mais en fait le fait qu'il y ait des écoles où on apprend le Coran au Xinjiang, ça dit le contraire de ce que disent ses ennemis. Puisque d'après eux, on n'a pas le droit. À chaque fois que vous êtes allé au Xinjiang, c'était dans le cadre d'un voyage organisé. On pourrait croire que vous avez vu des choses que les Chinois ont bien voulu vous montrer. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Alors, c'est vrai que ça, non seulement on aurait pu me le dire, mais on me le dit. On me le dit. Alors, je réponds à plusieurs choses. La première, c'est que c'est une tradition, ça se fait partout. Enfin, tous les journalistes vont comme ça dans des pays par un voyage organisé. Quand j'étais au Tibet, j'étais avec un journaliste du Figaro et du Monde. Et puis, il y a quelquefois, il y a des avions entiers qui partent de Paris avec des journalistes qui vont au Maroc, invités par le roi du Maroc. Ça se fait partout, ça. Alors, donc, c'est effectivement, c'est le côté un petit peu déplaisant. Mais en même temps, si ça ne se fait pas, on n'a pas les moyens de pouvoir aller voir sur place, on n'a pas les moyens techniques, on n'a pas les interprètes, tout ça. Donc, c'est vrai qu'on nous montre ce qu'on veut nous montrer. Mais il n'empêche que nous, on voit ce qu'on peut voir aussi. Et voilà, parce qu'en fait, tout ça, on le sait, tout ça. On n'est pas naïf. Hein. Et moi, je vais vous dire, si je vous invite à venir déjeuner chez moi, j'espère qu'on le fera un jour, je peux vous dire que la veille, j'aurais fait le ménage, j'aurais fait les meilleurs plats, j'aurais mis mes beaux habits, etc. Mais vous le savez, ça. Vous le savez que voilà, et c'est la même chose. Quand un inspecteur d'académie va visiter une école, la veille, toute l'école a été nettoyée, quelquefois des murs ont été repeints, et le jour où l'inspecteur arrive, l'institutrice a mis ses beaux habits. Et c'est pareil, nous, ce qu'on a vu là-bas, c'était pareil. Partout où on allait, on était attendu, on savait bien que les gens avaient mis les beaux habits, que l'usine avait été nettoyée, on le savait. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir. Voilà. C'est de voir. Et puis de pouvoir parler aussi. Moi, j'ai parlé quand même assez librement avec des ouvriers, quand même, avec des ouvriers textiles. Alors, bien sûr, j'avais un interprète, mais mon interprète, je pense que c'est quelqu'un d'honnête. Et donc, j'ai pu discuter. Puis, au bout d'un moment, à force de poser des questions, on a des réponses quand même. Et quelquefois aussi, on voit des choses que la puissance invitante ne pensait pas qu'on verrait et qui sont très, très, très intéressantes. Moi, j'ai souvent raconté, mais je le raconterai encore souvent, que c'était en 2016, on visitait un centre sportif dans le Xinjiang. Et on était dans un couloir, et moi j'étais un petit peu à l'arrière, là, puis j'ai entendu de la musique, et puis il y avait une porte entrouverte.
j'ai poussé la porte, je suis allé voir, et donc je m'étais éloigné du groupe. Et là, j'ai vu une salle de gymnastique où des jeunes filles en juste corps faisaient de la barre, vous savez, les apprenties danseuses. C'était des filles qui avaient quand même entre 16 et 18 ans, c'était pas des toutes petites, voilà. Et donc là, elles étaient là, se tenant à la barre, et puis elles sautaient leurs jambes par-dessus la tête, etc. Elles faisaient de la gymnastique comme ça, elles apprenaient à être danseuses, comme dans une école en France. Mais je regardais ça, et j'ai pris des photos, malheureusement, je les ai perdues. Et j'ai regardé ça en me disant que si la Chine perdait son combat contre les extrémistes ouïghours, ces filles-là, elles n'iraient plus jamais faire de la gymnastique, elles iraient chez elles, elles auraient leur tchador ou leur burqa, elles resteraient dans leur cuisine, elles feraient des enfants, et si elles ont des filles, leurs filles elles seraient mariées à 9 ans ou à 11 ans. Et voilà. Et c'est le combat qui se mène actuellement, là, dans le Xinjiang. Les troubles, c'est ça. C'est de savoir si la loi de la République chinoise va prévaloir sur la loi religieuse. Au Xinjiang, vous avez visité une usine. Qu'est-ce que vous avez vu? Avez-vous pu discuter avec des ouvriers? J'ai vu beaucoup d'usines, et souvent des usines textiles. Alors, bon, sur le travail. Alors, effectivement, c'est un travail intensif. Ils n'ont pas les 35 heures, sauf au Tibet, ils ont 35 heures. Ils n'ont pas les 35 heures. Et puis, bon, mais cela dit, moi, pour tout vous dire, moi, j'avais une question que je voulais absolument poser. C'était de savoir si les ouvriers et ouvrières étaient syndiqués. Et là, j'ai eu du mal à avoir la réponse, mais finalement, un ouvrier m'a expliqué que oui, non, mais enfin, quelquefois le dimanche, ils se réunissaient tous avec les contremaîtres, la chef et le patron, chez eux, ils faisaient un barbecue. Bon, c'est sympa, en fait, c'est pas un syndicat. Alors ça, j'ai pas trouvé ça tout à fait terrible. Mais par contre, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est dans une autre usine textile aussi, c'est une femme ouïghour entre 40 et 50 ans, qui nous a raconté qu'avant que l'usine soit créée avec l'argent du gouvernement de Pékin, avant ça, eh bien, elle était ouvrière dans son petit village. Elle est devenue chef de cette entreprise de textile, là, et grâce à l'argent qu'elle gagne, elle a pu payer des études à son fils à l'étranger. Et en racontant ça, elle pleurait, elle croyait pas, vous la disiez, son destin, c'était pas ça. Son destin, c'était de rester une paysanne ouïghour, là, dans sa cabane en terre, là, et là, d'un seul coup, elle était chef d'entreprise, et son fils allait avoir un destin meilleur que le sien. Et ça, je l'ai vu aussi, quand même, voilà. Et puis, il n'y a pas que moi qui l'ai vu. Les autres journalistes étaient là, d'ailleurs, beaucoup se sont mis à la filmer au moment où elle s'est mise à pleurer. Un de vos articles s'intitule « Voyage en Chine musulmane ». Quelle est l'idée essentielle que vous voulez montrer en l'écrivant? Alors en fait, il y en a plusieurs. Il y en a une quand même, c'est que en France, les gens ont une vision superficielle de la Chine. Vous dites Chine, ils croient que c'est un bloc, et puis qu'il y a un bloc où on parle mandarin et c'est ça. Non, en fait, c'est pas comme ça. Et donc, il y a effectivement en Chine une république qui est une république musulmane, et avec des gens qui n'ont pas les traits physiques des rangs. Voilà. Et donc, c'est quelque chose de tout à fait différent. Et c'est ça que j'ai voulu montrer, un peu cette particularité-là, et avec ensuite tout ce que ça pouvait induire, hein, puisqu'en fait, cette république autonome, d'ailleurs, musulmane, elle est frontalière avec d'autres pays qui sont musulmans. Voilà. Et donc, ça pose des problèmes. Et c'est ça que j'ai voulu montrer. Et à la fois la force d'une tradition, une tradition et d'une histoire, et en même temps l'intégration dans un grand pays qui est la Chine. Vous savez, la Chine, il y a suffisamment de régions pour qu'on la fasse éclater 50 fois. Hein, voilà. Chacune a ses particularités, et chacune pourrait demander son autonomie, parce qu'aucune n'est ressemblante aux autres. Mais ce qui fait la force de la Chine, c'est son unité, et son unité territoriale. Vous avez écrit ceci: en trop d'endroits du Xinjiang, la loi religieuse prend le pas sur la loi de la République chinoise. Pouvez-vous nous en dire plus? Moi, en fait, c'est parce que ça, c'était en 2016. Hein. J'avais parcouru le pays là, sans voir, par exemple, de vente d'alcool. Dans les restaurants où on allait, les journalistes, il n'y avait pas d'alcool. Ça, c'est pas la loi de la République. La loi de la République, c'est qu'on peut boire de l'alcool. Ensuite, il y avait ces prières, des choses comme ça, l'arrogance, quelquefois des mosquées. Voilà. À un moment donné, il me semblait que, quoi qu'il en soit,
c'était la loi musulmane, je le crois encore d'ailleurs, prime sur la loi de la République. J'ai vu ça aussi au Tibet. Au Tibet, c'est encore pire parce qu'il y avait des prières de rue, des choses comme ça. Voilà. Mais choses qui ne sont pas tolérées en France. La France est un pays laïque. La France est un pays laïque. Laïque, La oui. religion s'exprime dans le cadre de la religion, dans les églises, les mosquées, les temples, les synagogues, mais pas dans la rue. Mais j'ai déjà vu des prières de rue en France. C'est interdit. Vous savez que, c'est interdit. ah oui, oui, moi, chaque fois qu'on a vu, ils le font en infraction. Ils le font et ce qu'ils font, c'est interdit. Alors, souvent, ils le font parce qu'ils n'ont pas de mosquée. C'est pour essayer d'obtenir d'avoir des mosquées. Mais quand ils font ça, ils sont hors la loi. Et d'ailleurs, les partis politiques, notamment le Front National, qui sont des partis racistes, protestent vigoureusement parce que c'est interdit. Voilà. Il y a quelques années, la maire de Lille, qui est une grande ville du nord de la France, elle s'appelle Martine Aubry. Martine Aubry, oui. Voilà, quelqu'un de très important au Parti socialiste. Elle a fait interdire une procession catholique qui datait depuis des siècles. Une procession, c'est-à-dire que les religieux catholiques défilent dans la rue en portant la Vierge Marie. C'est interdit. On n'a pas le droit de le faire. Par contre, dans le cadre de chez soi, ou dans les églises ou ailleurs, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut et on est protégé si quelqu'un vous empêche de le faire. Ça s'appelle la laïcité. Mais bon, je crois qu'il faut effectivement que la Chine, je n'ai pas de conseils à donner, mais il faut que la Chine veille beaucoup à ça, qu'elle ne laisse pas des religieux, bouddhistes ou musulmans faire leurs lois, parce que c'est pas normal. Il faut vraiment une loi de la République pour tous. Et dans cette loi, chacun fait ce qu'il veut. Moi j'ai rencontré un Ouïghour chez lui. Je lui ai demandé s'il allait à la mosquée. Il m'a dit tous les vendredis. Oui. Je lui ai demandé s'il était au Parti communiste chinois. Il a éclaté de rire. Il n'y était pas. Voilà. Donc c'est une chose qui vous a frappé de voir au Xinjiang et au Tibet des prières de rue, c'est ça? Oui, mais pas, enfin, pas tellement. Ça, c'est plutôt au Tibet. Mais voilà, mais ce qui m'a frappé, c'est ça. En fait, ce qui m'a frappé, c'est aussi ce sentiment d'insécurité le sentiment de danger à cause de l'extrémisme ouïghour qui est partout présent. Quand on était en 2016 là, donc au Xinjiang, Sylvie Chen était avec moi, elle pourra corroborer. On était divisés dans plusieurs petits autobus et les autobus avaient les plaques minéralogiques masquées pour qu'on ne voit pas d'où on venait. Et en 2018, là, que j'étais avec ma femme, là, on était donc tous les deux, comme journalistes occidentaux, et on était constamment accompagnés par un policier, un civil armé, avec le revolver à la ceinture. Et quand on partait quelquefois un peu à la campagne pour visiter une ferme viticole ou autre chose comme ça, on avait une ambulance qui nous suivait. Donc en fait, il y avait voilà, on sentait bien qu'il y avait comme ça, comme un danger latent et comme une volonté de protéger les Français qui étaient là, parce que en fait, le danger existait bien. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est que j'ai vu une école maternelle qui était fermée à l'extérieur par des grilles en fer, là, des grilles qu'on peut faire rouler comme ça pour les ouvrir, et gardées par un militaire. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'au Xinjiang, il y a un risque que les imbéciles aillent attaquer une école. Voilà, donc voilà. Donc le danger existe partout avec ces extrémistes religieux. Je ne parle pas des gens qui veulent pratiquer leur foi, aller à la mosquée, c'est très bien, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je n'irai pas, qu'ils y aillent. Mais je parle des gens qui, au nom de la foi, veulent imposer la foi à tout le monde et sont prêts à tuer n'importe qui pour ça. Et ça, c'est chez nous. On a eu ce terrorisme-là, on ne le tolère pas. Je ne vois pas pourquoi on le tolérerait pour les autres. Hein. Vous savez, actuellement, le maître mot de la propagande anti-chinoise, c'est le mot génocide. Il y a un génocide ouïghour. Alors, le mot génocide est parti des États-Unis, hein, et tout le monde le reprend. Génocide. Mais un génocide, c'est quoi? Un génocide, c'est quand un groupe ethnique ou religieux est entièrement décimé, liquidé par les autorités. On tue. Il y a eu, Hitler voulait faire un génocide juif. Mais est-ce qu'il y a un génocide au Xinjiang? Mais bien sûr que non. D'autant plus que la population qui était de 5,5 millions il y a une quarantaine d'années est maintenant presque de 11,5 millions. Donc ils ont presque doublé. Enfin, ils ont doublé. Il n'y a pas de génocide. Il y a aussi la persécution religieuse au Xinjiang. Mais il n'y a jamais. Je vous parlais tout à l'heure de la magnifique et grandiose mosquée de Kashgar, mais il y a aussi 24 000 mosquées.
il y en a plus que dans l'ensemble du territoire des États-Unis d'Amérique. Alors ça va, à un moment donné, voilà, quelquefois les faits pratiques démentent les mensonges. On peut toujours mentir, mais ensuite on peut aller voir des choses qui sont tout à fait différentes. Dans l'un de vos articles, vous dites que le taux de natalité est plus important chez les Ouïghours que chez les Han, la plus importante ethnie chinoise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, parce qu'en fait, il y a les Ouïghours, le Xinjiang, d'ailleurs comme le Tibet, comme d'autres, sont des républiques autonomes. Ils peuvent voter des lois. Et comme ils font partie des minorités, ils n'ont jamais été soumis à la politique de l'enfant unique. Les gens croient qu'en Chine, il y a une politique d'enfant unique. Mais ce n'est pas vrai. C'est une politique qui a concerné les rangs. Mais les Tibétains, les Ouïghours n'ont jamais été soumis à ça. Donc on peut avoir des familles au Xinjiang, des familles ouïghours, qui ont plusieurs enfants. C'est toléré, c'est normal, ça se fait. Donc la natalité est en progression. Et la preuve, c'est qu'en fait, si on voit depuis une quarantaine d'années, on se rend compte qu'ils sont plus nombreux aujourd'hui qu'ils n'étaient il y a 40 ans. Donc voilà, il y a une natalité. Et puis vous savez aussi, quelquefois, la natalité, ça dépend aussi de l'espérance de vie. Si on meurt à 37 ans, comme c'était le cas au Tibet avec le Dalai Lama, la natalité est moins grande que si on meurt à 70 ans. Et c'est pareil, je pense. Et puis aussi, quelquefois, ça dépend de l'espoir de vie, du bonheur de vie. Et quand on est inquiet pour ses enfants, on ne fait pas beaucoup d'enfants. Voilà. Donc, et je crois que partout en Chine, moi, c'est un sentiment que j'ai vu partout en Chine, parce que je suis de la Pékin aussi. C'est qu'en fait, les Chinois sont assez confiants sur leur avenir. Voilà. Je pense que leur avenir, que là actuellement, ils sont mieux qu'il y a 10 ans, et que dans 10 ans, ce sera mieux encore. Donc ils sont confiants, et quand on est confiant, eh bien, d'abord on est plus heureux, et ensuite, si on a le droit de le faire, eh bien, on fait des enfants. Voilà. Est-ce que vous vous sentiez en sécurité au Xinjiang? Oui. Oui, à vrai dire, oui. En fait, on se rendait compte qu'il y avait un danger chaque fois notamment quand on montait dans une voiture ou dans un bus avec le policier à côté de nous. Là. Il nous rappelait qu'on était en danger. On avait toujours aussi un médecin qui nous suivait. On avait toujours avec nous un médecin qui nous suivait. Voilà, toujours. Et donc là, on se rendait compte qu'il y avait un danger. Mais après, bon, on ne sortait pas beaucoup seul, hein, parce qu'on était accompagné par les interprètes, les organisateurs. Voilà, donc il n'y avait pas vraiment de... On n'a jamais eu peur. Voilà. On n'a jamais eu peur. Mais on s'est rendu compte que ce pays n'était pas un pays apaisé parce qu'il y avait des craintes d'attentats. Voilà. Vous parlez de craintes, d'attentats, vous parlez aussi d'extrémisme. Qui sont les extrémistes au Xinjiang, selon vous? Voilà, en fait, c'est ce que Pékin appelle les trois fléaux. Vous savez, au Xinjiang, Pékin lutte contre les trois fléaux, le séparatisme, l'intégrisme religieux et le terrorisme. L'intégrisme religieux, ce sont des gens qui, comme chez nous, considèrent que en fait, c'est Allah a tout écrit. Hein. Il faut obéir à Allah, et la loi d'Allah est plus forte que toutes les autres lois. Et ces gens-là, pour faire valoir leur loi, qui d'ailleurs est écrite peut-être dans les livres religieux, sont prêts à tout. Sont prêts à toutes les folies, à tous les crimes. C'est ça les extrémistes. Cela, c'est difficile de raisonner avec eux d'ailleurs. On peut essayer, quand on en capture, on peut essayer de les rééduquer, de les mettre dans des camps de rééducation. On peut essayer de faire ça, mais sinon c'est très très difficile. Et alors, le problème, c'est qu'en fait, le Xinjiang a une frontière commune avec le Pakistan et l'Afghanistan. Oui. Et ce sont des moyens de... Pas le Pakistan, l'Afghanistan. Voilà, et donc ils passent par là pour aller en Syrie. Et en Syrie, là-bas, ils tombent entre les mains de Daesh, où ils sont armés, formés, endoctrinés. Et ça, c'est terrible, parce qu'en fait, ce sont souvent des jeunes hein, qui reviennent avec, comme ça, complètement fanatisés. Ce sont des fanatiques, comme on a vu, nous, des fanatiques chez nous, qui ont fait exploser ou qui ont tué des gens. Hein, voilà. Dans l'un de vos articles, vous vous penchez sur les enjeux du Xinjiang. Mais de quels enjeux s'agit-il? Il y en a un, c'est que si le Xinjiang peut être une épine dans le pied de la Chine, ça pourrait freiner le développement de la Chine.
Donc ça, c'est un enjeu, créer un problème en Chine pour que la Chine ne continue pas sa progression, qui est une progression régulière mais rapide. Que j'ai vu d'ailleurs au Xinjiang, c'est surprenant en fait le dynamisme de cette région. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est d'essayer de bloquer, je vous le disais tout à l'heure, la fameuse route de la soie, qui est un projet comme il n'en existe pas depuis les pharaons. En fait, ça va être 3 routes qui vont relier, en partant de la Chine, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Et là, qui va permettre des commerces, il va y avoir des points, des routes qui vont être faites, mais c'est un travail énorme. Et ça, il faut le freiner aussi, ça, parce que pour les Américains, c'est très, très embêtant, ça. Le commerce mondial risquerait de se faire en dehors de chez eux. Alors ça, évidemment, c'est difficile. Donc, il y a des enjeux géopolitiques, et après, il y a des enjeux aussi anticommunistes. Voilà, donc, il y a une partie du monde qui est anticommuniste, et puis ça suffit pour... Il y a peut-être aussi un certain relent raciste. Vous savez, il y a quelques jours, moi j'ai une belle-sœur qui est... une belle-fille qui est japonaise, hein, et qui, dans un commerce, chez un artisan, un artiste d'ailleurs, un atelier d'artiste en Corse, a été expulsé parce qu'il a dit « Vous êtes chinoise, sortez ». Les japonaises. En fait, voilà. Vous voyez, il y a ce genre de racisme aussi. Voilà. Et alors, mon fils a dit, mais pourquoi les Chinois, qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Il a dit, moi je ne les aime pas. Et mon fils a dit, parce que vous les connaissez tous. Voilà. Donc, donc, ça existe aussi, il y a ça. Mais enfin, la grosse raison des campagnes contre le Xinjiang, cette histoire des Ouïghours, c'est quand même des intérêts géopolitiques. Voilà. Qu'est-ce que vous envisagez de faire pour que la population française soit mieux informée sur ce qui se passe au Xinjiang? Alors moi, je fais déjà des émissions de télévision en langue française, là, vous voyez. Voilà, aujourd'hui. J'ai mon journal, mon site internet, Le Grand Soir. Actuellement, si vous allez sur mon site legrandssoir.info, vous avez 4 ou 5 articles sur la Chine. Et si vous les lisez, vous allez... Un peu aussi les Chinois les lisent, ils vont être contents de les lire. Ça va être bien pour eux, ça ne va pas être ce qu'on lit ailleurs. Alors, j'ai aussi écrit un livre avec ma compagne qui va paraître en Chine, en mandarin, en anglais et en français. Il va paraître pendant quelques mois, je pense. En tout cas, ça y est, le livre a été écrit, il est accepté. Ça n'a pas été simple, parce que le problème ouïghour qu'on traitait c'était un peu délicat. Mais enfin, il va paraître et le contrat a été signé. Et puis là, en plus, là, je viens de réunir une vingtaine d'intellectuels, d'écrivains, de journalistes français, pas uniquement français d'ailleurs, enfin, essentiellement français, pour faire un petit recueil d'articles sur la Chine, où on va prendre les différents points et on va rétablir des vérités, on va dire ce qu'en gros la presse chez nous ne dit pas. Dernière question. J'ai discuté il y a quelque temps avec une Française qui est allée au Xinjiang comme vous. Après, elle a publié des articles sur son voyage, mais elle a reçu des insultes. Est-ce que vous avez reçu des insultes? Oui, bien sûr, mais moi, vous savez, je suis un... En France, hein, bien sûr. Oui, bien sûr, mais moi, vous me voyez, moi, je suis un vieux routier, moi. Ça fait longtemps, moi, mon premier livre que j'ai écrit, mon premier livre politique, c'était un livre sur une organisation ennemie de la Chine qui s'appelle Reporters sans frontières, et qui a vraiment fait beaucoup de mal à la Chine. Et donc, son secrétaire général, Robert Ménard, m'a menacé 4 fois d'un procès. 4 fois. Il vous a menacé? Il n'a pas fait le procès, parce qu'il il allait perdre, mais il m'a menacé 4 fois. Pour quelle raison? Parce que vous avez dit ce que vous avez vu? Parce que j'avais décrit le fonctionnement de l'organisation Reporters sans frontières, et j'avais découvert, j'avais écrit qu'en fait, elle était financée par des sociétés sociétés écrans de la CIA, notamment la NED, la National Endowment for Democracy, qui intervient d'ailleurs au Xinjiang aussi. J'avais démontré ça, j'avais dit comment ils étaient payés par eux, j'avais donné les sommes qu'ils recevaient, j'avais des sources. Voilà, et donc j'avais dit tout ça, et donc ils m'ont menacé de me faire un procès. Et ensuite, régulièrement, sur mon livre sur le Dalai Lama, j'ai été aussi insulté par les bouddhistes français. Et là, sur ce que j'ai écrit là, depuis quelque temps sur le Xinjiang ou sur Facebook
ou bien sur mon site, oui, je suis insulté, mais ça ne me fait rien. Voilà. Vraiment, ça n'a aucune incidence sur ce que je dis, sur ce que je veux faire. Voilà, ça glisse sur moi comme l'eau sur les plumes d'un canard. Voilà, c'est pareil. Et pourtant, on est dans un pays où on a le droit de s'exprimer librement. Oui, mais mes adversaires en profitent pour s'exprimer librement en disant que je suis fou, que je suis un nazi, que je suis payé par les Chinois, que voilà, c'est comme ça qu'ils me traitent. Mais oui, mais c'est pas grave, ils le font. Vous savez, la France, pays où on peut s'exprimer librement, si on pourrait y consacrer une émission si on avait le temps. Et vous verrez que en fait, c'est pas vrai en fait. Voilà. Moi, si je vous disais le nombre d'organes de presse importants d'où on m'a jeté à cause de mes opinions, vous seriez surprise, parce qu'en fait, c'est comme ça, voilà. Et non, il ne faut pas croire, là, on peut s'exprimer librement à condition de ne pas le faire dans les grandes émissions de télévision ou dans les grands journaux, voilà. Sinon, c'est très difficile. Voilà. Vous savez, les gens sont conditionnés comme... moi j'ai des amis proches là, qui lisent ce que j'écris depuis des années et qui me croient et qui me félicitent. Mais quand j'écris sur le Xinjiang, ils me disent où sont tes preuves? Alors c'est quand même un peu drôle ça, parce que tu me demandes pas mes preuves quand je parle des gilets jaunes ou du chômage en France, et quand je parle du Xinjiang, et tu me demandes mes preuves. Mais est-ce que tu as demandé des preuves à BFM TV ou au Monde ou à Libération? Ah non? Pourquoi tu me le demandes à moi? Parce que ce que je dis vient en contradiction du reste. Et donc, il faut un peu de temps pour que la vérité... Vous savez, mon livre sur Reporters sans frontières, sur Robert Ménard, je l'ai écrit en 2007. Aujourd'hui, hein, alors à l'époque, c'était mal vu, parce que Robert Ménard était intouchable. Et Reporters sans frontières était intouchable. Mais aujourd'hui, hein, ça fait plus de 10 ans, donc 13 ans, tout le monde dit que j'avais raison. Voilà. Donc, quelquefois, il faut un peu de temps. Il faut laisser le temps au temps. La vérité, toujours, finit par sortir du puits. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Maxime Vivas, d'avoir répondu à mes questions. À bientôt. Merci à vous. Bon courage.